bien, bonjour tout le monde. Très heureuse de vous accueillir encore aujourd'hui dans Promenons-nous dans les bois. Et aujourd'hui, j'ai une invitée très très spéciale et très inspirante et inspirée qui est Aliénor Digendal, sorcière des Landes. Bonjour Aliénor. Bonjour Isabelle. Eh bien, on va commencer. Tu vas nous expliquer un petit peu qui tu es, parce que sorcière, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions derrière ce terme. Donc, qui es-tu, Aliénor? Eh bien, Aliénor Digendal, donc, est mon nom de sorcière qui est née maintenant il y a à peu près 5 ans. Donc, je vais vous expliquer rapidement qui est Aliénor Digendal, donc sorcière des Landes, principalement plutôt poussée vers la magie naturelle et la magie féerique, étant donné que depuis ma plus tendre enfance, pardon, j'ai toujours eu un lien particulier avec la nature et tout ça. Ça a été un univers qui m'a énormément attirée de par sa beauté, de par son apprentissage, de par tout ce qui peut nous émerveiller et ce qu'elle représente. Et avec le temps, donc, j'ai appris à découvrir ce monde-là, à également découvrir un autre univers un peu plus ésotérique, plus occulte. Et au fil du temps et avec des recherches, ma curiosité, parce que je suis quelqu'un de très très curieuse, j'ai donc découvert un univers très ésotérique qui faisait écho à mon âme et qui en même temps répondait à ce que j'étais réellement. Et donc est née suite à une initiation en magie naturelle avec une autre sorcière qui s'appelle Yabium. Est née donc Aliénor Digendal grâce à cette initiation. J'ai découvert mon nom de sorcière au travers d'une méditation, d'une recherche assez ésotérique et tout ça, vu que ça fait partie du cheminement. Donc Aliénor Digendal est née à cette période-là, mais depuis toujours, voilà, j'ai toujours eu un pied dans cet univers. Et donc aujourd'hui, maintenant, je travaille énormément avec tout ce qui est la nature, les esprits de la nature, donc tout ce qui est les fées, les elfes, les célis, parfois les uncélis, les esprits un peu plus sombres et tout ça. Donc ça fait partie de moi. Je travaille aussi avec les cartes, des runes et des oghams, qui sont, on va dire, les outils de divination celtes et principalement druidiques. C'était aussi un langage druidique, on va dire, assez codé à cette période-là. Et aujourd'hui, j'essaye de partager également ces notions de magie, l'apprentissage de la magie, mais aussi ce que la nature peut nous apprendre, ce qu'elle peut nous apporter, ce qu'on peut lui donner en retour, parce que c'est quelque chose, c'est pas vraiment on nous donne, la nature ne nous donne pas, on l'emprunte à la nature pour ensuite la rendre sous une forme différente. Et donc, aujourd'hui, je suis devenue officiellement depuis quelques années Aliénor Digendal, sorcière des Landes, qui aide avec des rituels à apporter parfois du soutien, de l'aide et de la guidance auprès des personnes qui en ressentent le besoin et qui viennent vers moi. Oui. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous donner une petite définition brève de sorcière? Parce que c'est vrai que les gens en ont gardé peut-être cette image un petit peu sombre de cette période où on a fait la chasse aux sorcières. Et pour peut-être pas les rassurer, mais plus les enseigner, qu'est-ce qu'aujourd'hui une sorcière dans sa définition? Alors aujourd'hui, je dirais qu'elle a la même définition que la sorcière de l'époque, pas d'un point de vue patriarcal, mais d'un point de vue matriarcal, on va dire. Il faut savoir qu'à l'époque, c'est vrai que le mot sorcière était associé à sorcellerie, donc magie noire, le lien avec Satan et tout ça, ce qui n'est pas le cas. En fait, à l'époque, les sorcières, c'était surtout des femmes principalement, mais il existait quand même aussi des hommes qui avaient une ouverture d'esprit beaucoup plus large et qui ne se laissaient pas marcher par les lois patriarcales, pas la souveraineté, mais voilà, l'obéissance patriarcale et tout ça. Et toutes les femmes, en fait, qui exerçaient, on va dire, des pratiques qui n'étaient pas associées à la fonction de la femme pour l'époque, qui étaient principalement faites pour enfanter, faire faire des enfants pour assurer la descendance d'une famille, d'une lignée et tout ça, mais également pour faire à manger, enfin, on va dire la popote
habituel d'une femme au foyer, quoi. Et mais il existait des femmes à l'époque qui étaient des sages-femmes, des femmes qui permettaient de pouvoir soigner par la nature, de pouvoir guérir des maux, mais aussi de pouvoir travailler en fait avec les propriétés que la nature nous offre pour pouvoir guérir, pour pouvoir avancer, pour pouvoir nous aider. Et ça, cela faisait peur en fait aux hommes, et de cette peur est née, on va dire, la chasse aux sorcières, et on voulu taire cette pratique pour éviter que la femme se soulève et devienne l'égale de l'homme. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé dans le passé. À l'heure actuelle, on garde en fait cette image de la sorcière qui utilise la nature. Comme je l'ai dit, je travaille énormément avec la nature, les propriétés que les plantes me procurent, mais aussi les pierres et tout ça. Mais c'est vraiment quelque chose de très bénéfique, et on vit au XXIe siècle, on a la chance de vivre avec une ouverture d'esprit beaucoup plus large, beaucoup plus grande, et ça nous permet à l'heure actuelle de pouvoir le faire ouvertement. Pas dans tous les pays encore, il existe encore des pays où la chasse aux sorcières existe malheureusement. Ils gardent voilà, ce côté très patriarcal, la femme reste avec les enfants, doit s'occuper des enfants, de la nourriture, tout ça. De faire la cuisine, parce que principalement c'est l'homme qui chassait ou qui ramenait la nourriture. Donc c'est l'homme qui ramène l'argent, c'est la femme qui s'occupe du reste, on va dire. Principalement c'est ça. Dans certains pays à l'heure actuelle, c'est encore cela. Mais aujourd'hui, sinon, la sorcière a un côté assez... C'est un mélange entre le spirituel et l'occulte également, parce qu'elle a une démarche qui est basée donc, sur des croyances païennes. Bien sûr, il existe aussi des sorcières qui sont chrétiennes. Certains vont me dire « Ouh là là, blasphème !» Mais en fait, pas forcément. Pour celui qui a une ouverture d'esprit assez large, on peut voir déjà que le christianisme se base sur des dates qui sont très proches du paganisme. Et disons que quand le christianisme est arrivé, il a voulu manger, on va dire, les croyances païennes et tout ça pour instaurer ses croyances. Et de ce fait, donc il y a eu la chasse aux sorcières. Tous les païens également ont été recherchés, persécutés, ont essayé d'être anéantis, ou s'ils n'étaient pas anéantis, ils étaient reconvertis en tant que chrétiens et tout ça. À l'heure actuelle, le paganisme commence à reprendre un peu de son essor, commence à se faire entendre de plus en plus, parce que c'est vrai qu'il y a... Bon, moi aussi, il y a 20 ans, je ne connaissais pas spécialement cet univers-là. J'ai grandi donc dans le sud-ouest de la France et tout, à la campagne principalement, et ça a été un univers qui était pour moi encore très inconnu, malgré que j'étais appelée par ce domaine-là, enfin par ces croyances-là et tout ça. Et donc aujourd'hui... C'est vrai que c'est les dogmes religieux souvent qui ont persécuté toutes ces femmes un petit peu savantes, on peut dire, parce que c'est ça, parce qu'elles savaient les pouvoirs de la terre, des plantes et de la lune et de tout ça, et ça leur faisait peur puisqu'elles avaient un pouvoir qui n'était pas contrôlable par eux. Donc je pense aussi que c'est ça qui a provoqué toute cette image un peu sombre de la sorcière. C'est sûr. Et donc, pour renforcer donc, cette image sombre, le christianisme est arrivé, et avec lui, le diable est arrivé, Satan est arrivé, et donc toutes les femmes qui pratiquaient la sorcellerie avaient pactisé avec le diable, et donc tout ce qu'elles faisaient n'était pas bon en fait. Et donc après, voilà, ils ont vraiment joué sur la peur et la terreur pour pouvoir retrouver ces femmes savantes, sages, et qui avaient un savoir plus avancé que certains hommes et tout ça. Chouette, mais c'est bien parce que ça éclaire un petit peu les gens qui ne sont pas forcément au fait de tout ça. Et je pense que dans la vie, c'est toujours bon d'aller chercher l'information pour justement se permettre de s'ouvrir un petit peu plus à tout ce qui nous entoure. Énormément. Et alors, du coup, Aliénor, que fais-tu avec tout ça? Alors, qu'est-ce que je fais? Donc, comme je l'ai un peu sous-entendu tout à l'heure, ces savoirs-là m'aident principalement d'abord pour moi, pour mon évolution personnelle, spirituelle dans la vie de tous les jours. Mais également, ça m'aide aussi à apporter un soutien, une aide pour les personnes qui se sentent perdues. En fait, depuis toujours, j'ai, comment dire, une capacité. En fait, j'ai
je dégage une énergie qui fait que les gens viennent vers moi et se confient, sans que je ne demande quoi que ce soit. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises, à des âges totalement différents, des adultes qui viennent jusqu'à moi, qui me racontent leurs problèmes, ça les soulage, ça leur soulage l'esprit. Principalement, je les écoute. Et quand je sais que je peux leur apporter un soutien, une aide, ou même quelques paroles, ou juste une simple écoute, c'est ce que je fais. Voilà. Donc, je ne vais pas dire que je suis une femme savante qui va pouvoir aider une femme à accoucher. Sincèrement, je n'ai pas les capacités pour. Mais à travers, par exemple, des connaissances sur les propriétés de certaines plantes ou quoi que ce soit, je peux apporter des conseils un peu comme une naturopathe ou quoi que ce soit. Je ne me considère pas comme naturopathe parce que je n'ai pas fait non plus de formation, je fais un autodidacte vraiment. J'ai des livres sur les propriétés des plantes. Je le pratique parfois sur moi-même. Ça fait maintenant plusieurs années que je ne prends plus aucun médicament chimique ou quoi que ce soit. Je me soigne naturellement et je vois les effets que ça me fait. Bon, ça a été un peu compliqué au départ parce que je devais être sevrée, on va dire, entre la transition des médicaments qu'on nous donne et de la médecine naturelle. Je me renseigne également énormément sur tout ce qui est médecine chinoise, occidentale et tout ça, orientale, parce que c'est vraiment aussi une médecine qui est très naturelle et tout ça. Et par rapport à nous qui avons une médecine occidentale, on va dire, un peu en retard, on va dire, même si niveau... comment je vais expliquer ça? C'est pas nous, dans notre médecine, on se base plus sur le soin d'un symptôme plutôt que d'aller en amont, aller rechercher quel est le déséquilibre qui provoque ce symptôme. Voilà, nous, même si scientifiquement, médicalement, on est très évolué, pour tout ce qui est en fait recherche sur l'origine même du mal, on est vraiment à côté de la plaque. On nous dit, vous avez un rhume, ok, ben, tu prends ces médicaments-là, le rhume va se faire. Sauf qu'à force, ben, souvent, on a des rhumes à répétition. Ces rhumes à répétition sont dus à un problème en particulier. Et la médecine orientale travaille à la source. Elle ne va pas se concentrer sur le rhume, elle va se concentrer sur la nature et la raison de pourquoi ce rhume persiste ou n'importe quel autre symptôme. Et c'est pour ça donc, que je me renseigne énormément sur cette médecine-là parce que je la trouve très intéressante et qu'elle fait un travail plus en profondeur, autant sur le physique que sur l'éthérique. Donc, étant donné que voilà, la sorcière travaille énormément avec les énergies, c'est pour cela donc j'essaie d'apporter donc en plus un savoir, des connaissances qui permettent de découvrir les mots qui sont à la base de cette souffrance, mais aussi de quoi les apaiser. Principalement, c'est beaucoup le mental qui joue énormément sur cette souffrance. Et lorsqu'on arrive à apaiser le mental avec l'appel de certaines énergies, étant donné que bon, ben, je travaille avec des énergies particulières et tout ça en tant que sorcière, avec des guides, des esprits et tout ça. Je ne parlerai pas de fantômes ou d'âmes, c'est vraiment plutôt des êtres de lumière ou parfois des êtres obscurs. Pareil, il faut savoir que le mot obscur n'est pas forcément péjoratif. Parfois, il est important d'équilibrer la lumière et l'obscurité, étant donné que le monde en soi est équilibre. Trop de lumière peut être aveuglant, mais trop d'obscurité peut nous rendre aveugles également aussi. Donc, il faut trouver un certain équilibre. Et donc, je travaille toujours avec ces deux entités qui me permettent de trouver cet équilibre-là. Donc, voilà ce que je fais à l'heure actuelle. Je peux également essayer de donner des guidances à travers les cartes, avec la divination, cartomancie, la runologie et les oghams. Donc, si une personne se sent perdue dans sa vie ou quoi que ce soit, elle vient vers moi et on se fait une séance. J'explique. Parfois, ça peut être dû à des blocages du passé, donc qui est mis en lumière grâce à ces outils-là qui me permettent d'en connaître un peu mieux. Donc, c'est vraiment j'apporte principalement des clés, des outils et quelques conseils pour pouvoir aider en fait les autres à se guérir eux-mêmes. Comme on dit, j'apporte le soin puisqu'en même temps, je suis également praticienne Reiki. J'ai été initiée jusqu'au niveau 2 en tant que praticienne Reiki. Je pense bientôt passer mon niveau 3, mais pareil, en tant que praticienne Reiki, souvent on dit une séance de guérison, on ne guérit pas en fait.
on apporte l'énergie nécessaire pour que la personne puisse se guérir avec l'équilibre qui va s'instaurer grâce à cette énergie même. Simon, ça a coupé. On peut te trouver. Où est-ce que je dis où es-tu? Ah, alors, pour la géolocalisation, donc je suis dans les Landes. Voilà. J'ai fait un jeu de mots sortir des Landes parce que c'est vrai que la Lande, souvent, c'est le terrain vallonné, tout ça. Et j'ai trouvé en fait ce jeu de mots génial parce que je suis née dans les Landes, à Mont-de-Marsan, exactement. Et j'ai grandi en fait dans le sud-ouest de la France avec les traditions gascognes, tout ça. Bon, je ne parle pas le gascon. J'ai des amis qui le parlent et tout ça. J'aimerais l'apprendre parce qu'il y a plein de légendes en fait très mystiques, très ésotériques et occultes sur la Gascogne et tout ça, principalement sur les Pyrénées et tout également. Donc principalement, je suis sur Mont-de-Marsan. Je peux me déplacer aux alentours, dans la région des Landes, sud-ouest, je dirais même, parce que ça m'est déjà arrivé d'aller dans les Pyrénées ou dans le Gers également, qui est un département qui se trouve juste à côté. Donc voilà, ma géolocalisation me permet donc de pouvoir pratiquer également proche de la nature, parce qu'il est vrai qu'aussi les Landes est l'une des plus grandes forêts européennes. Il me semble que c'était ça. Et est-ce que tu pratiques à distance aussi, Aliéna? Exactement, oui, je pratique à distance principalement. Donc les tirages, je peux les faire à distance pour tout ce qui est runes, oracles, ogam et tout ça. Pour tout ce qui est aussi soins énergétiques, je mets soins énergétiques, mais voilà, tout ce qui est apport énergétique, je peux également le faire à distance. Pareil pour tout ce qui est rituel, si jamais certains veulent faire vraiment appel à la magie avec des rituels et tout ça, je peux le... Alors, je propose, on va dire, deux façons de le faire. Soit je le fais moi en utilisant, on va dire, une dagide qui va me permettre de lier cette dagide qui est une sorte de poupée ou une sculpture qui est une effigie de la personne qui doit recevoir ce rituel et tout ça. Donc, soit je le fais moi-même à travers cette dagide, soit je donne le mode d'emploi, on va dire, la procédure à faire et tout, avec les outils nécessaires à la personne pour qu'elle fasse elle-même son rituel pour le but recherché. D'accord. Et alors, moi, j'ai une petite curiosité, parce que tu nous as parlé donc de runes et de, je ne sais plus l'autre mot. Les ogames. Qu'est-ce que c'est que les ogames? Je ne connais pas du tout. Les ogames, alors en fait, c'était à l'époque, donc il y a plus de 3, 4, ouais, il y a 2-3 000 ans à peu près en arrière, pendant les clans celtes et tout ça, avant que la France ne soit la France et tout ça, c'était vraiment une France païenne et tout. Les Celtes, principalement les druides, pour communiquer, utilisaient des ogames. Des ogames, ce sont des symboles. Je vais essayer d'en dessiner quelques-unes. Alors, j'ai pas de papier, si je vais en trouver. Là, je vois que j'ai du papier dessous. C'est magique. C'est magique. Alors, il existe au total 25 ogames. Donc les ogames étaient à l'époque utilisés par les druides pour... déjà, les ogames sont associés à des arbres. Chaque ogame a une histoire, une symbolique et une signification particulière. Bon, là, j'en ai fait 10 à peu près. Ouais. Voici à quoi, voilà, représente les ogames. Oui. Principalement, donc c'est un trait avec plusieurs barres qui sont perpendiculaires au trait vertical et les 25 ogames associés, ce sont des cartes. D'accord. Principalement, à l'époque, c'était surtout des morceaux de bois qui étaient faits de l'essence même de l'ogame. Par exemple, on a l'ogame Gorth, qui est représenté par le lierre. Là, nous avons le symbole ogamique, avec un trait un peu penché. Donc, ce symbole-là, donc le symbole du lierre et tout ça, a une particularité, c'est qu'il est souvent associé donc, au mois d'août, par rapport à sa symbolique avec le lierre et tout, et il y a un ogame qui va être très proche de tout ce qui est divination, prophétie, et va mettre donc en avant tout le côté occulte, tout ce qui est le savoir
sur les autres plans et tout ça. Donc, ces ogames-là sont des cartes qui sont symboliques, enfin des symboles qui ont une signification propre, qui également sont associés à des lettres. Par exemple, donc celle du lierre est associée à la lettre, non, c'est même pas, c'est à la lettre G. Et à l'époque, les druides associaient chacune des ogames à une phalange des mains. D'accord. Alors, je ne les connais pas par cœur, j'y travaille encore dessus et tout, c'est vraiment un apprentissage assez approfondi et tout ça. Et là, quand un druide, par exemple, discutait avec quelqu'un, il pouvait, avec sa main, sans trop être vu, parler à un autre druide en montrant les phalanges de sa main qui représentaient des lettres et donc des mots. C'était un peu comme du morse, mais avec les doigts. Communication, oui, d'accord. C'est ça. Oui, super. Donc voilà, l'ogame était vraiment un outil autant de communication, mais aussi de divination et très symbolique avec le cycle de la nature, étant donné que chaque arbre avait sa symbolique, son histoire, sa signification particulière et tout. Donc voilà ce qu'est l'ogame. C'est passionnant. Et du coup, on va avancer un petit peu. D'où viens-tu? De quel parcours t'as emmené et depuis quand? Tout ça t'a emmené là aujourd'hui? Alors, comme je l'ai dit, donc depuis que je suis née, en fait, j'ai un lien très très fort avec la nature. Une petite anecdote pour illustrer mes dires, c'est surtout mes parents qui me la racontent cette anecdote parce que je n'ai aucun souvenir de ma part, j'étais trop jeune. Quand on partait souvent en vacances chez ma grand-mère, qui, elle, est du côté de la Charente-Maritime, j'avais pour habitude de raconter des histoires. Et ces histoires-là, mes parents ne les avaient jamais entendues, que ce soit de leurs proches, des amis ou de la famille qui auraient pu me les raconter. Et ma mère, un jour, elle m'a demandé d'où je sortais toutes ces histoires-là, où est-ce que je les avais entendues. Et je leur ai répondu à mes parents que c'était les arbres qui me partageaient ces histoires-là. Comme je le dis, je ne m'en souviens pas du tout, mais il faut savoir que mes parents ont une croyance. Ma mère est chrétienne et mon père est athée. Donc, quand un enfant leur sort ça, c'est assez surprenant. Et le fait qu'ils m'en reparlent encore aujourd'hui, je me dis ça les a énormément marqués. Moi, sincèrement, je n'en ai plus aucun souvenir. Mais voilà, je sais que depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu une attirance pour ce peuple, on va dire, pour les mondes invisibles, en fait, pour les fées, pour tout ce qui était les elfes, tout ça. Et il y a une autre anecdote aussi qui était assez drôle. C'était comment on l'appelait? Le lutin mangeur d'enfants. Avec ma sœur, on l'a appelé comme ça, en fait. Parce que quand on était petite avec ma sœur, donc on dormait dans la même chambre. Et la nuit, on se réveillait parfois pour aller aux toilettes, qui étaient au bout d'un couloir. Sauf qu'à l'autre bout du couloir, c'était le salon et il était toujours dans l'obscurité quand en pleine nuit. Et on avait peur, en fait, de se lever et d'aller aux toilettes parce qu'on savait que dans le mur qui juxtait la porte qui menait au salon, on savait qu'il y avait quelque chose, une ombre, une obscurité, une créature. C'était carrément une créature. On ne la voyait pas, mais elle se formait dans notre esprit. Quand on était petite, donc la créature était légèrement plus grande que nous, avec une peau, mais un peu gris-noir et tout ça. On avait la même description. Pendant plus de 10 ans, ma sœur et moi, on n'en a jamais parlé l'une de l'autre. Et c'est qu'il y a même pas... Il y a 3-4 ans, un jour, on a repensé à cet événement-là et on en a discuté toutes les deux et on a eu la même description, les mêmes émotions, le même ressenti. Et on s'est dit, c'est pas une coïncidence. À l'heure actuelle, je ne crois plus au hasard ou aux coïncidences ou quoi que ce soit. Je sais que si on ressent quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose. S'il se passe quelque chose, c'est le résultat de plusieurs événements qui ont fait que ça va se passer. Le hasard n'existe plus pour moi. Je dis pas n'existe pas parce que certains y croient encore. Mais voilà, on a eu en fait ce même ressenti, la même description de cette même créature. Il faut savoir que ma sœur aime bien cet univers-là, mais pas aussi approfondi que pour moi. Et donc, ça a vraiment été quelque chose donc, qui m'a encore poussée à connaître, à chercher, à découvrir cet univers-là. Et donc, comme j'ai dit, je suis très curieuse. J'ai lu des livres, j'ai regardé des films, parce qu'il faut savoir aussi que les films aiment bien récupérer les légendes et les mythes, on va dire, féeriques, tout ce qui est même
pour Le Seigneur des Anneaux avec Tolkien, les œuvres de Tolkien qui reprend les elfes et tout ça. Il y a beaucoup d'informations qui à l'époque étaient vraies, qui aujourd'hui ont été oubliées, même si ça a été après très rendu très fantastique et tout ça. Ça voilà, c'est édulcoré et tout ça. Donc c'est quand même un univers qui, à une période, a réellement existé parce que, à l'époque, les esprits de la nature, les fées, les elfes et tout ça, travaillaient en communion avec les hommes. Bien avant, ça remonte il y a très, 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 très longtemps. Et avec le temps, malheureusement, l'homme a voulu profiter, on va dire, des capacités de ces esprits-là. Et malheureusement, les esprits n'ont pas apprécié et dans certaines croyances et tout ça, par exemple, je parle des Tuatha Dé Danann, qui sont le peuple de Dana qui était en Irlande, qui ne s'appelait pas Irlande à l'époque, mais je crois que c'était le Firbolg, si je ne dis pas de bêtises. Avant, ils vivaient donc sur ces terres-là, et les hommes sont arrivés pour les chasser et les ont bannis en fait sous terre. Donc, pour expliquer que ces esprits-là ont vécu physiquement ici avant de pouvoir venir là. Et donc tout ça a amené donc mes recherches. Avec les fées, j'ai découvert donc tout ce qui était la sorcellerie et tout ça, vu que c'est un monde, on va dire, qui peut être lié. Moi, étant donné que je me spécialise, on va dire, en plus dans le côté esprit de la nature et tout ça, j'ai continué à faire mes recherches. J'ai été initiée et il en fait qu'aujourd'hui, je suis ce que je suis. D'accord. Et dans ton parcours, en fin de compte, est-ce qu'il y a eu des choses, des événements, en fin de compte, qui t'ont rattrapé? Parce que je sais que souvent, il y a eu des périodes où on renie un petit peu tous ces dons-là, et qu'un jour ou l'autre, voilà, il se passe un événement ou quelque chose qui fait que, on est obligé d'y retourner. Enfin, on rouvre les yeux dessus. En effet, donc oui, en effet, comme je disais, alors quand on est petit, enfant et tout ça, les parents ils nous laissent avec notre imagination, étant donné que pour eux, c'est tiré de notre imagination. Arrive ensuite l'école, l'éducation nationale. Et à partir de là, on nous bride malheureusement et j'ai été bridée en fait. Je ne pouvais plus être la petite fille qui voyait les fées, qui discutait avec les elfes, qui chantait avec les oiseaux ou quoi que ce soit. Parce que soit on me prenait pour une marginale, une folle, enfin voilà quoi. Et je me sentais, on va dire, après, mise à l'écart. Parce que les autres enfants ne voyaient pas ce que je voyais ou ne comprenaient pas ce que je ressentais avec ces esprits-là. Et quand on est seul, quand on est enfant, c'est très compliqué. Et donc, j'ai voulu rentrer dans le moule et pendant des années, j'ai laissé tout ça de côté pour pouvoir me faire des amis, pour pouvoir étudier comme il faut, pour pouvoir avancer. Et donc, j'ai continué comme ça jusqu'au lycée. Au lycée, il y a eu un événement particulier, en fait, qui a fait que j'ai commencé à revenir indirectement à quelque chose de plus occulte, mais de plus sombre également, parce que mon premier jour au lycée, c'était la rencontre d'une gothique. Une fille gothique qui était, elle, c'était sa dernière année. C'était très drôle parce que c'était un peu comme un transfert, en fait. Donc, on s'est croisés. On ne s'est jamais adressé la parole et tout ça. Pourtant, j'avais qu'une envie, c'était de la connaître, savoir son prénom, qui elle était, comment elle était, parce que rien que par son look gothique, j'étais fascinée. J'adorais son style et tout. Et je me suis dit, faut que j'essaye. Mais j'étais quelqu'un de très timide et introverti à cette période-là. Et je me suis dit, tant pis, j'ai laissé passer ma chance. La première année, c'est terminé. Elle est partie. Et en fait, moi, avec le temps, petit à petit, j'ai commencé à adopter ce look-là un peu gothique. Et comme on dit, quand on devient gothique, on a une vision de la vie un peu plus sombre, pas forcément obscure ou si, obscure et morbide, parfois même. Et ça a été assez, une période, tout ça. Et c'est pour ça que je dis que ça m'a permis de transférer de l'autre côté, parce que du moment où j'ai commencé à accepter de vouloir être gothique, je sortais du moule de l'éducation nationale et de la personne qu'on voulait que je sois. Et c'était un choix que j'avais fait et je me disais, ça commence à être moi. J'étais pas encore vraiment moi, comme aujourd'hui je le suis. Et en continuant dans cette voie sur le côté gothique, obscur et tout ça, j'ai retrouvé, on va dire, le côté magique et occulte. Parce que le gothique est énormément lié à l'occultisme et tout ça, côté
obscurité, sombre et tout ça, souvent associé au satanisme, ce qui n'est pas le cas. J'ai envie de dire, ceux qui sont gothiques, les trois quarts ne sont pas satanistes. C'est vraiment un cliché ou quoi que ce soit. Et en même temps, ça m'a permis également de m'extérioriser et de ne plus être la petite fille qui était dans sa coquille. Parce que, vu que je commençais à m'habiller différemment aussi, mon style vestimentaire a changé. Dans les couloirs de l'école, les élèves, quand ils me voyaient, j'étais la seule gothique. Il y avait des métalleux et tout ça, mais c'était pas des gothiques. Donc, j'étais vraiment la seule fille, enfin la seule personne même dans cette école-là à être ainsi. Donc, j'avais droit à des regards, j'avais droit à des insultes, à du va des rétro satanas, enfin, j'ai eu de tout. Et au bout du compte, grâce à ça, je me suis dit, je m'en fous littéralement de ce que les autres peuvent penser. Ça a été vraiment une libération. Comme si j'avais eu des chaînes, je les ai jetées, je leur ai dit, mais vous savez quoi, mais gardez vos chaînes, vous, moi j'en ai plus et je me sens libre. Et j'osais des choses que je n'osais pas faire avant. Et ça m'a vraiment libérée et c'est pour ça que cette fille, malheureusement que j'ignore son nom et son prénom, mais que je garde en mémoire et tout ça, je lui dis un grand merci à l'heure actuelle. Parce que franchement, sans elle, sans ce déclic, en fait, j'aurais jamais pu renaître comme un phénix, en fait. Et je trouve l'image très belle parce que le gothique, c'est quelque chose d'assez sombre et tout ça, et le phénix renaît de ses cendres. Et pour moi, le gothique, ça a été cette renaissance à travers mes cendres qui a fait que j'ai renoué ce lien avec la petite fille que j'étais petite. Donc, j'ai connu, on va dire, tout ce qui était l'obscurité, le côté morbide donc de ce style, de ce mouvement et tout ça. Et en même temps, ça m'a apporté la lumière également. J'ai connu l'obscurité, c'est ça, la noirceur. Mais cette noirceur-là m'a permis de voir ma lumière intérieure et de me ramener à qui j'étais réellement, en fait. Et grâce à ça, je suis celle que je suis aujourd'hui avec... il y a des jours où je continue à m'habiller en gothique parce que c'est un style que je ne pourrais jamais abandonner, que j'aime beaucoup. J'écoute autant de la musique médiévale que de la musique métal. Ça peut être du bon gros métal qui gueule comme il faut, comme du métal un peu plus symphonique et tout, comme des musiques celtiques ou quoi que ce soit, voire même du classique. Les goûts musicaux sont très aléatoires avec moi. Mais voilà, à l'heure actuelle, ça fait que ce mouvement-là m'a énormément aidée et m'a permis de redevenir celle que j'étais et d'assumer en fait celle que je suis maintenant. Oui, parce qu'en fin de compte, en assumant quelque chose de très sombre et d'assez choquant, du coup, tu t'es permis d'aller en fin de compte montrer ta nature qui était beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus... mais dont tu avais peur puisqu'on s'était autant moqué de toi et autres. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est ce mouvement gothique qu'il y a eu parce que il est arrivé, il est resté pendant pas mal d'années, en fin de compte, ce mouvement-là. Et c'était une façon de pouvoir s'exprimer, de montrer qu'on n'était pas forcément comme tout le monde. Mais je pense que tous ceux comme toi, il y en a peut-être beaucoup comme toi qui sont allés vers parce que ça leur permettait d'exprimer une différence qui n'était pas forcément celle-là, mais ça leur permettait de l'exprimer. Et puis comme toi, après, justement, de pouvoir assumer leur réelle identité et leur réelle nature, quoi. Et c'est chouette. Ouais, impressionnant. Impressionnant. Et du coup, alors maintenant, Aliénor, vers où vas-tu? Enfin, quels sont tes projets, tes perspectives? Alors, les projets, j'en ai plein. Des projets, je dirais, quand j'arrive à réaliser un rêve, un autre rêve arrive et tout. Donc, voilà, c'est ça. Donc, là, dernièrement, donc, pour beaucoup, certains savent que j'ai été auto-entrepreneuse en tant que praticienne Reiki et tout ça. Sauf qu'avec malheureusement les événements qui sont arrivés avec le coronavirus et tout ça, j'ai dû mettre en arrêt mon activité parce que les charges et tout ça, financièrement, j'arrivais plus à gérer. Ce n'est que partie remise, comme je dis, parce que ce n'est pas un arrêt définitif. C'est quelque chose qui va me permettre en fait de rebondir sur d'autres éléments qui vont me permettre d'avancer et tout. Donc, je continue d'être praticienne Reiki, étant donné que ça fait partie de ma vocation et tout ça. Je suis toujours aussi là pour faire tout ce qui est tirage, divination et tout ça. Je propose et je vais bientôt mettre en place, enfin,
je sais en cours, j'y travaille, je suis bientôt sur la fin en fait. Je vais proposer une initiation sur la rencontre avec les esprits de la nature, comment communiquer avec eux, qui sont-ils, comment apprendre à les connaître, comment s'en protéger et quels sont, ben, on va dire, les lieux, les endroits qui vont permettre de les rencontrer plus facilement, quels sont les outils que nous avons qui nous permettent de pouvoir les rencontrer aussi. Et donc, j'ai mis aussi en place une initiation sur la magie naturelle qui nous explique comment travailler avec la nature, les cycles de la lune, quelles sont les correspondances magiques d'un jour de la semaine, des couleurs, l'utilisation d'une bougie jusqu'à la création même d'un rituel pour un but en particulier. Donc voilà mes objectifs. Là, pour l'initiation magie naturelle, je l'ai commencé, elle a été mise en place l'année dernière, le 1er novembre. En fait, c'était pour le sabbat de Samhain, tout simplement. J'ai voulu faire, c'était pour, comme le Samhain, en fait, et la nouvelle année des sorcières, ça a été pour moi, en fait, une sorte de révélation. Il fallait que je le fasse à cette période-là, que je le propose à ce moment-là. Et sans m'en rendre compte, l'avancée de mon initiation, l'écriture, le travail que j'ai fait, tout ça, m'approchait de cette date de façon naturelle, comme si c'était logique que je la termine à ce moment-là et que je la propose à ce moment-là. Là, arrive bientôt l'initiation des esprits de la nature. Il me reste encore quelques travaux à faire, mais d'ici juin, normalement, elle devrait être mise en place. Et je vais continuer à faire d'autres initiations sur tout ce qui est le soin énergétique, tout ce qui est magnétisme et tout ça, pour pouvoir apporter des outils, en fait, aux personnes qui se sentent intéressées par ces domaines-là, par cet univers-là et ce monde-là, pour pouvoir les aider et leur apporter les connaissances nécessaires afin de pratiquer et d'avoir une base solide pour cela. Pour ça, oui. Et est-ce que tu peux... Ça capte mal. Tu peux répéter la question? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu les noms et les périodes de toutes ces fêtes païennes et celtiques qui à celles qu'on fait déjà, mais pas dans le même sens? Bien sûr, il n'y a pas de souci. Le calendrier païen, on va appeler ça. Donc, en gros, il y a 8 fêtes principales. Il y a 4 sabbats majeurs et 4 sabbats mineurs. Les sabbats majeurs vont principalement être associés au changement de saison, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Les autres mineurs, c'est les intersaisons, on va dire chaque milieu de saison. Donc comme j'aurais parlé de Samhain, Samhain va représenter la nouvelle année. C'est l'entrée dans la période sombre pour les sorcières, c'est-à-dire que l'automne, l'hiver approche, la nature commence à se refermer, à mourir de façon symbolique. Oui. Et donc, la nature va se mettre au repos. En pause, oui. Voilà, en pause. Et elle va rentrer donc pendant une période de 6 mois, donc la période des 6 mois d'obscurité. Elle va être dans une période de préparation de sa renaissance. Après Samhain arrive Yule. Alors, Samhain représente, en fait, on va dire à l'heure actuelle, c'est Halloween et la Toussaint. C'est la nuit du 31 octobre, 1er novembre. Donc pareil aussi, les traditions, aujourd'hui, on dit souvent qu'Halloween est une fête américaine, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est bien une fête européenne puisque ça provient du sabbat de Samhain. Et les déguisements, en fait, la tradition de se déguiser, d'aller chercher des bonbons. Bon, chercher les bonbons, c'est plutôt très commercial. Mais le déguisement, en fait, existe vraiment depuis des siècles et des siècles, puisqu'à l'époque, on pensait que le fait de se déguiser en créature, en monstre et tout ça, permettait de leurrer la mort et donc de montrer que, ben voilà, elle est déjà venue dans ce village-là, qu'il fallait laisser les enfants, les premiers-nés, tranquille et tout ça, mais également, vu que c'est la période où les voiles entre les mondes, entre les morts et les vivants se fait mince, si jamais il devait y avoir une créature sombre qui venait, en voyant toutes les autres humains déguisés en créatures, ils n'allaient pas les attaquer ou quoi que ce soit. Donc cette tradition est restée à l'heure actuelle. Ensuite arrive Yule. Donc pour nous, Yule est l'équivalent du Noël. On ne le fête pas le 25 décembre, mais le jour du solstice d'hiver. Oui, le 21, quelque chose comme ça. C'est ça, oui. C'est à peu près entre le 20 et le 21.
Ensuite, donc, ça va être pareil, la période très festive. Donc, le sapin, par exemple, c'est une tradition nordique qui a été récupérée chez les chrétiens parce que à l'époque, en fait, il était dit que c'était pas vraiment un sapin, c'était un cèdre. C'était un autre arbre que les païens utilisaient pour célébrer en fait la Renaissance, parce que on utilisait principalement des conifères, parce que les conifères, c'était les seuls arbres qui gardaient leur verdure pendant que la nature avait perdu ses feuilles en automne et tout ça. Et donc, on célébrait la résistance de ces arbres et qui annonçait la renaissance future de la nature. Et donc, le truc, c'est quand le christianisme est arrivé, il y a un prêtre qui est venu, qui a voulu décimer tous les arbres que les païens utilisaient pour leur cérémonie, pour leur sabbat. Et un jour, en fait, en coupant un arbre, l'arbre est tombé à côté d'un sapin et seul le sapin avait survécu à ça. Et le prêtre, enfin, le chrétien qui était venu pour faire ceci, a vu en ce symbole que le sapin était la force gagnante sur le paganisme, le christianisme gagnant sur le paganisme. Et c'est devenu, on va dire aujourd'hui, le symbole majeur de Noël. Mais certains continuent encore, je crois, l'épicéa, je crois qu'il peut en faire partie, d'utiliser voilà, le conifère en question plutôt que le sapin. Après Yule arrive... mince. Maintenant, il faut que je fasse parce que j'ai tous les noms, mais parfois ils sont dans le désordre. J'ai Imbolc qui arrive. Non, Imbolc, oui, les premiers laits. Donc, Imbolc se fête principalement en février. Oui, c'est un petit peu correspondance avec la chandeleur, avec tout. C'est ça, oui. Imbolc qui arrive en février et tout ça. Donc, normalement, il est fêté le 1er février. Et il me semble pas, c'est pas la montée en lactation des brebis. Des brebis, c'est ça. À cette époque-là, alors, on disait que le mot Imbolc provenait de l'anglais in milk et qui était en fait la naissance des agneaux, mais aussi la montée des laits pour la première traite en fait des moutons, des chèvres et tout ça. Et donc, ils ont gardé, on va dire, cette signification-là. Et c'est donc voilà, c'est aussi un jour donc qui est connu aujourd'hui par rapport à la Chandeleur et qui en fait va mettre en avant la déesse de la lumière. C'est la renaissance de la lumière. Donc principalement, ça va être la déesse Brigide qui va être mise en avant. Ça va être aussi un sabbat très important pour les perce-neiges, qui sont des petites fleurs qui commencent à pousser à travers la neige et qui montrent que la nature va commencer peu à peu à reprendre ses droits, à renaître et à revenir. Donc c'est vraiment un moment, on va dire, autant pour les païens et pour même les humains qui, à partir de février, commencent à faire le nettoyage du printemps. Oui. On l'appelle comme ça, mais en fait, c'est vraiment dû à cette période-là où on sent que les énergies commencent à renaître petit à petit, à se réveiller lentement mais sûrement, et que le nettoyage, autant énergétique que physique, se prépare à cette période-là. Donc, c'est, on va dire, la transition entre l'hiver et le printemps. Après, donc, après Imbolc, on arrive avec Ostara, qui va être l'équivalent pour nous de Pâques. D'accord. Où on peut aussi connaître le sabbat sous le nom de Éostre, qui elle va mettre en avant tout ce qui est la fertilité, tout ce qui est la renaissance du Dieu, parce que dans les croyances païennes, il n'y a pas un seul Dieu, c'est vraiment polythéiste, c'est le Dieu et la déesse. Et dans le calendrier païen, donc ça va être vraiment le cycle des saisons va reprendre le cycle de la déesse et du dieu. La déesse sous ses différentes formes de jeune fille, de mère et de grand-mère. Pour Samhain, ça va être vraiment plutôt la grand-mère qui va réapparaître pour redevenir la jeune fille avec Imbolc, la mère avec Ostara et qui va donc donner naissance au dieu. Dieu soleil, comme on peut dire, et tout ça. Donc, ça va vraiment être très symbolique avec l'œuf et tout ça, d'où le Pâques avec la chasse aux œufs et tout ça.
Donc, Ostara va représenter d'un point symbolique le printemps. Ouais. Et ensuite, après Ostara, arrive le sabbat de Beltane qui, en général, le 30 avril, le 1er mai, avec la nuit de Walpurgis, ou que l'on connaît sous la nuit des sorcières. Donc là, ça va être un sabbat où c'est un des sabbats, on va dire, majeurs aussi, puisqu'il est l'opposé de Samhain. Samhain annonce la fin, voilà, la nouvelle année et tout ça. Oui. Beltane, pardon, lui va au contraire être le paroxysme. Un peu comme si on parle de cycle lunaire, Beltane est la pleine lune, alors que Samhain serait la nouvelle lune. Oui. Pour imager cela. Et donc c'est pareil, on va dire, malgré son opposition, ces deux fêtes sont très semblables parce que le voile entre les mondes, le plan qui nous permet de vivre, dans lesquels nous vivons, le plan physique, le plan éthérique, le plan astral et tout ça, pareil, ces plans-là vont être très fins et il n'est pas impossible, pareil, qu'on puisse voir des créatures qui vivent sur les autres plans et non sur le plan physique. Donc c'est pour cela, donc pareil, ça va être la continuité de la croissance du dieu, de la fertilité et principalement chez les païens, c'était la période aussi de l'union et des liens. Donc il était courant que les mariages se faisaient, que même il existait des rituels donc d'union avec le handfeeding, il me semble que ça s'appelle, où c'était deux êtres, un homme et une femme, avec un lien, un ruban rouge qui se promettaient de passer leur vie ensemble et tout ça à travers un rituel particulier. Et à la fin de ce rituel, ils devaient s'unir l'un à l'autre comme il se doit pour symboliser donc la fertilité, la renaissance et tout ça, et permettait donc c'est une période également où on peut travailler la terre, les récoltes et tout ça, pour que jusqu'à Samhain, les récoltes soient finies. Oui. Ensuite, après Beltane, arrive Lita, qui approche bientôt, puisqu'il s'agit en fait de l'équinoxe d'été. Et qui donc se fait principalement aux alentours du 20, 21, voire 22 juin. Donc c'est là, on va dire, où la nature est à son summum de sa force. C'est le jour où la nuit sont égaux. Voilà, la période du soleil et la période de la lune font le même temps sur 24 heures. Il y a 12 heures de soleil, 12 heures de lune. Et c'est ce sabbat-là qui va donc mettre ça. Mais qui dit en même temps la journée la plus longue, le lendemain de l'Ita, on va petit à petit perdre en luminosité et revenir vers la période sombre en fait. Et ça va être et ça va être en fait l'opposé de Yule. Yule qui lui va, pareil, à le côté très, la période très... Non, je dis des bêtises en fait depuis tout à l'heure. L'Ita, en fait, c'est là où le jour est le plus long. C'est ça, c'est plutôt pour l'équinoxe du printemps et l'équinoxe d'automne où les journées sont égaux. Et en fait, je dis des bêtises et heureusement que je me reprends. L'Ita, c'est le jour le plus long en fait, où il existe une légende même avec une bataille entre le roi Hu, qui représente l'obscurité, et le roi Shen, la lumière, où en fait le roi Shen prend le dessus. Non, c'est le roi Hu qui prend le dessus puisque les journées vont petit à petit se raccourcir. Et c'est à Yule que le roi Shen reprend le dessus parce que les journées se prolongent petit à petit en fait. Oh, on se mélange les pinceaux avec tout ça. Mais voilà, c'est vraiment des connaissances avec des histoires, des légendes et tout. Voilà, même moi avec l'expérience et tout ça, je m'emmêle les pinceaux, donc parfois j'ai la petite voix dans ma tête qui me dit tu te trompes là. Heureusement que je l'ai, la petite voix, je la remercie cette petite voix qui dit non, tu te trompes. Donc voilà, l'Ita est le jour le plus long qui représente l'équinoxe d'été et tout ça. Le roi Hu qui représente l'obscurité gagne sur le roi Shen, et à Yule c'est l'opposé, c'est la nuit qui est la plus longue et c'est le roi Shen qui gagne sur le roi Hu qui va donc symboliser que les journées vont petit à petit gagner en lumière. Donc l'Ita, c'est également là où les fleurs ont fini de fleurir et vont laisser place aux fruits.
On commence avec les récoltes qui vont approcher petit à petit. Ensuite, après Lita, arrive Lugnazad. Lugnazad, c'est entre l'été et l'automne. Donc, c'est l'un des sabbats mineurs qui va, en fait, va symboliser les premières récoltes. Tout ce que l'on a semé va commencer à porter ses fruits, qui ont mûri avec le sabbat de Lita et tout ça. C'est une période qui donc, se rapproche de la période sombre avec Samhain. Et à Lugnazad, il était coutume d'utiliser souvent de la paille ou des épis de maïs pour faire des poupées, en fait, qui représentaient la déesse et le dieu d'abondance. L'abondance que l'on avait grâce aux récoltes qu'on a pu faire après avoir semé. On récolte ce que l'on sème. Et Lugnazad est vraiment le sabbat qui exprime bien cela. Et c'est pour ça qu'à Lugnazad, à la période donc Lugnazad est célébré principalement le 1er août. Et au mois d'août, souvent, on a plein de choses qui se bousculent. C'est une période très, très perturbante pour l'homme, autant symboliquement que dans sa vie, parce que, comme je dis, c'est là où on récolte tout ce que l'on a fait à partir d'Inbolc, donc des premiers laits et tout ça, depuis la Renaissance. Tout ce que l'on a semé, on commence à récolter les fruits. C'est pas forcément le fruit physique, mais c'est tout notre travail, notre labeur. Et bien, on commence à en voir les résultats à partir de Lugnazad. Donc voici, et après Lugnazad, on arrive à Mabon, qui est le sabbat qui représente l'équinoxe d'automne et qui va être le dernier sabbat de la roue de l'année, puisqu'après on revient à Samhain. D'accord. Donc voilà, les 8 sabbats, donc Mabon est principalement fêté entre le 21 et le 23 septembre, qui va donc finir les récoltes, puisqu'il existe il y a plusieurs temps de récolte en fonction des céréales récoltées ou des fruits, tout ça, même des légumes également. Donc il y a plusieurs types de récoltes et Lugnazad et Mabon sont les principaux sabbats où on récolte le maximum. Et en même temps, Mabon va nous permettre de préparer nos réserves pour l'approche de l'hiver, en fait. Oui. C'est passionnant. Hein. Là, voilà, j'ai fait vraiment un résumé. Oui. Tout ça, parce que bon, il y a plein de symboliques derrière et tout. Donc là, c'est vraiment pour faire plus vite. Et encore, j'ai trouvé que c'était un peu long. Oui, un jour, on prendra le temps, peut-être, lors d'une autre interview, d'aller plus peut-être décrypter chacune de ces fêtes. Et je pense que ça pourrait être très intéressant. Et puis, quel rituel on fait pendant ce type de fête. Je pense que ça peut être très, très intéressant. Bon, super. Moi, j'adore, ça me passionne. Je trouve ça incroyable. Et puis c'est surtout qu'on sent cette reliance à la terre et aux saisons et à la nature que je trouve qui est dommage qu'on a beaucoup oublié, malheureusement. Mais que j'espère bien qu'on y revienne parce que c'est important, on vit ensemble. On vit dans une même unité, sur le même espace, le même endroit, et savoir s'écouter, se fêter, s'entendre, je trouve ça assez magique. C'est ça. Et il faut savoir que l'homme, pour en arriver là où il en est arrivé, il s'est basé principalement sur la nature. Sans la nature, l'homme ne pourrait pas exister, alors que la nature peut très bien se passer de l'homme, quoi. Donc c'est vrai que à l'heure actuelle, il est dommage que l'homme place la nature plus sur une propriété qu'il peut utiliser, qu'il peut convoiter à sa guise, alors que non. Si derrière il n'y a pas le respect qui va avec, un jour ou l'autre on va le payer et c'est ce qui se passe actuellement. Voilà, tout à fait. Et bien du coup, Aliénor, est-ce que tu as un petit mot pour la fin, pour tous les gens qui nous écoutent? Alors oui, je dirais, même dans les moments les plus sombres, la lumière persiste toujours et surtout croyez en la magie parce que même si vous n'y croyez pas, elle fait partie de votre vie et dans chacun des gestes, chacune de vos pensées et chacune de vos paroles, tout est magie. Tout est là. Et ben, je te remercie beaucoup. C'est moi qui te remercie également. Merci Aliénor d'avoir accepté cette interview et puis de t'y être prêté aussi gentiment. Et puis, je vous remercie tous d'avoir suivi cette interview. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à écouter Aliénor.
Et bien, on se retrouve une prochaine fois pour une autre invitée et à très bientôt. Au À revoir. bientôt!